Il y a eu un temps où le ciel était une toile familière, bleu le jour, parsemé d'étoiles la nuit, avec la lune, immuable sentinelle. C'était une certitude, un fond sonore visuel à nos vies, un décor sur lequel nous projetions nos humeurs et nos rêves. Et puis, un soir, quelque chose a changé. Non pas un événement cataclysmique, pas un éclair soudain, ni une annonce fracassante, non. C'était bien plus subtil, bien plus insidieux, une sorte de murmure visuel à la limite de la perception. Je me souviens de ce soir-là. Le crépuscule s'étirait, peignant le ciel de nuances mauves et oranges. J'étais assise sur le rebord de ma fenêtre, un livre oublié sur mes genoux, les yeux perdus dans l'étendue. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Une ligne pâle, presque transparente, comme une traînée de pinceaux fantômes. Elle traversait le ciel d'un horizon à l'autre, si fine qu'elle aurait pu être une imperfection de ma rétine, une fatigue oculaire. J'ai cligné des yeux, frotté mes paupières. Elle était partie, ou du moins, je l'ai cru. J'ai haussé les épaules, attribuant cela à la lumière déclinante, à l'étrange magie de l'heure bleue qui joue parfois des tours. Les jours suivants, la routine a repris ses droits. Le travail, les courses, les petits soucis du quotidien qui remplissent nos esprits. Mais chaque soir, en levant les yeux vers le ciel changeant, une curiosité silencieuse s'éveillait en moi. Et là, parfois, dans le halo du soleil couchant ou la clarté laiteuse de l'aube naissante, cette même ligne réapparaissait, un trait de crayon hésitant sur la vaste ardoise céleste. Elle n'était pas toujours au même endroit, semblait se déplacer avec le soleil, ou peut-être était-ce moi qui la percevais différemment selon l'angle et l'heure. Elle était si éthérée que je n'osais pas en parler. Qui me croirait? On me dirait de mieux dormir, de moins fixer le soleil. Puis, la ligne a commencé à s'épaissir, lentement. Tellement lentement que si je n'avais pas eu cette première observation, je n'aurais sans doute rien remarqué. C'était comme si l'air lui-même se densifiait par endroits, créant une sorte de voile semi-transparent. Un voile qui n'était pas fait de nuages, mais d'une matière indéfinissable qui captait la lumière d'une manière étrange. Au lieu de se dissoudre, cette chose restait là, dessinant un arc gigantesque au-dessus de nos têtes. Un arc qui, jour après jour, devenait plus distinct, plus présent. Ce n'était plus une illusion, ce n'était plus une fatigue. Un matin, le café à la main, j'ai regardé le soleil se lever. Et là, clairement, sans l'ombre d'un doute, un immense ruban lumineux barrait le ciel. Il n'était pas opaque, on pouvait voir les étoiles à travers lui la nuit, mais il était là, permanent, silencieux. Il reflétait la lumière du soleil d'une manière que je n'avais jamais vue, projetant des ombres subtiles, presque imperceptibles, sur les nuages inférieurs. Le monde a mis du temps à réagir. Au début, les journaux parlaient de phénomènes atmosphériques rares, de poussières cosmiques exceptionnelles, d'illusions optiques à grande échelle. Les météorologues étaient perplexes, les astronomes prudents. Mais la chose ne partait pas. Elle s'ancrait, se matérialisait, devenait une partie du paysage. Et un jour, la vérité, ou du moins l'hypothèse la plus plausible, a commencé à se dessiner. La Terre avait des anneaux, comme Saturne. L'idée était si absurde, si titanesque, qu'elle était difficile à accepter. Des anneaux, autour de notre planète. Pas quelque chose qui s'était formé subitement sous nos yeux, mais plutôt quelque chose qui avait toujours été là, peut-être, mais qui ne s'était révélé que maintenant, par un processus inexpliqué de densification ou de changement de composition. Ou peut-être étaient-ils apparus, oui, mais si lentement, si progressivement, que leur apparition avait été un murmure, pas un cri. Le choc n'a pas été immédiat. Il n'y a pas eu de panique généralisée, pas d'hystérie collective. Juste une stupeur grandissante. Un sentiment d'étrangeté qui s'insinuait dans chaque aspect de notre quotidien. Le ciel, cette toile familière, était désormais redessiné. Les anneaux n'étaient pas un simple ajout, ils étaient une transformation fondamentale. Le lever et le coucher du soleil étaient les moments les plus spectaculaires. Les bords des anneaux s'embrasaient d'une lumière dorée, puis rougeoyante, puis violette, comme un diadème géant posé sur la tête du monde. La nuit, ils prenaient une lueur laiteuse, comme une voie lactée plus proche, plus intime. Ils projetaient des ombres longues et fines qui traversaient les continents, glissant sur les océans, transformant les paysages connus en tableaux étranges et mouvants. Je me souviens d'avoir passé des heures à observer ces ombres. Elles étaient si fines qu'on pouvait les ignorer, mais une fois qu'on les avait remarquées, elles devenaient fascinantes.
Une ombre des anneaux pouvait traverser ma ville en quelques minutes, assombrissant temporairement les rues, puis s'éloignant vers l'horizon, comme une course silencieuse et géante. C'était comme si le temps lui-même avait acquis une nouvelle pulsation, rythmée par le passage de ces ombres célestes. Les anneaux sont devenus la nouvelle normalité. Ils ont imprégné nos conversations, nos pensées, nos rêves. Les enfants les dessinaient à l'école, les artistes les peignaient, les scientifiques les étudiaient avec une ferveur renouvelée. Mais au-delà de la science et de l'art, il y avait l'expérience. L'expérience intime et bouleversante de vivre sous un ciel transformé. Comment cela change-t-il la perception de notre place dans l'univers ? Savoir que nous ne sommes plus seuls, là-haut, avec la Lune, mais entourés d'un halo de débris, de poussière et de glace, tourbillonnant en silence. C'était une preuve tangible de la fragilité de nos certitudes, de l'étonnante capacité de l'univers à se réinventer, même autour de nous. La lumière n'était plus la même. Le bleu du ciel était parfois teinté d'une nuance argentée, là où les anneaux étaient les plus denses. Les nuits de pleine lune étaient d'une clarté presque surnaturelle, la lumière lunaire étant amplifiée et diffractée par les milliards de particules des anneaux, créant des halos irisés et des aurores boréales artificielles sous toutes les latitudes. C'était comme si le monde avait été doté d'une nouvelle source de lumière indirecte, douce et constante, qui redéfinissait les contours de tout ce qui nous entourait. Les architectes ont commencé à concevoir des bâtiments avec des toits en verre pour capter cette nouvelle lumière. Les photographes se sont lancés à la poursuite des ombres d'anneaux parfaites. Les poètes ont trouvé de nouvelles métaphores pour l'existence. Mais pour moi, c'était plus personnel. C'était une invitation constante à lever les yeux, à me souvenir que le monde était plus vaste, plus mystérieux et plus beau que je ne l'avais jamais imaginé. Ce n'était pas une menace, ce n'était pas une catastrophe. C'était une réinvention silencieuse, majestueuse, qui nous confrontait à notre propre insignifiance et à l'immense grandeur de ce qui nous entoure. La Terre, avec ses anneaux, n'était plus tout à fait la même Terre, et nous, sous ce nouveau ciel, n'étions plus tout à fait les mêmes humains. Nous étions des habitants d'un monde plus grand, plus orné et infiniment plus étrange. Le temps s'est écoulé. Les anneaux sont devenus si familiers qu'il était difficile de se souvenir d'un ciel sans eux. Mais l'émerveillement, lui, ne s'est jamais complètement estompé. Il subsistait, comme une braise sous la cendre, prêt à se rallumer à chaque lever de soleil, à chaque passage d'ombre. Les mystères demeuraient, enveloppés dans l'éther de l'incertitude. S'étaient-ils formés récemment, ces anneaux éthérés, fruits d'une collision cosmique lointaine dont les débris auraient été capturés par notre gravité, ou bien avaient-ils toujours été là, invisibles, voilés par une composition trop ténue, ne se révélant que maintenant par un processus inexpliqué de densification, de cristallisation ou d'un subtil changement dans la lumière de l'univers. La question flottait, immense et insaisissable, comme une brume céleste. Les scientifiques du monde entier peinaient à s'accorder, leurs théories s'entrechoquant dans un ballet d'hypothèses complexes, toutes aussi fascinantes qu'imparfaites. Mais pour nous, les habitants de la Terre, la cause importait moins que la conséquence, moins que cette nouvelle présence majestueuse qui avait redessiné notre ciel et par extension, notre âme collective. Ce n'était plus une vision fugace, une illusion d'optique à la lisière du crépuscule. Les anneaux étaient là, constants, une toile de fond grandiose et immuable pour le drame de nos vies. Ils étaient devenus une partie intégrante du paysage, une sentinelle silencieuse veillant sur nos jours et nos nuits. Leur présence n'était pas monolithique. Elle se métamorphosait sans cesse, chaque heure, chaque saison, chaque météo, leur conférant une personnalité propre, en constante évolution. Le jour, sous le soleil direct, il se faisait parfois discret, une sorte de voile laiteux, presque transparent, qui traversait l'azur. On devait plisser les yeux pour les distinguer, comme une cicatrice céleste à peine visible sur la peau du ciel. Mais leur influence était pourtant palpable. La lumière du soleil, traversant leurs myriades de particules de glace et de poussière cosmique, se trouvait subtilement altérée. Elle perdait un peu de son mordant, de son éclat direct, pour acquérir une douceur diffuse, une qualité presque onirique. Les ombres, sur Terre, n'étaient plus aussi nettes qu'avant. Les bords s'estompaient, comme si le monde était passé sous un filtre géant, et les couleurs, tout en restant vives, semblaient imprégnées d'une légère mélancolie pastel. Les jours de forte nébulosité, les anneaux disparaissaient complètement derrière la grisaille, mais on savait qu'ils étaient là, tapis, attendant le retour d'un ciel plus clément pour se révéler à nouveau. C'était comme une respiration planétaire,
un battement de cils cosmique. Mais c'est au lever et au coucher du soleil que leur splendeur atteignait son apogée. Alors que le soleil traçait son arc quotidien, les anneaux s'animaient, capturant les teintes rosées, orangées, pourpres du crépuscule et de l'aube. Ils devenaient un ruban iridescent, une écharpe de soie céleste qui se drapait au-dessus de nous, changeant de couleur avec une grâce infinie. On pouvait les voir s'embraser d'un feu doux, passer du rouge braise au violet profond, puis à un bleu saphir à mesure que le jour s'éteignait ou renaissait. Les photographies, les films, les émissions de télévision étaient désormais saturées de ces images, les anneaux devenant le symbole de notre ère, un point de repère universel. Les cartes postales, autrefois ornées de couchers de soleil sur l'océan, montraient désormais ces mêmes couchers de soleil, mais avec le diadème céleste en toile de fond, majestueux et intemporel. Et la nuit, ah la nuit, elle était la véritable scène de leur ballet silencieux. Quand la lune, notre ancienne sentinelle solitaire, se levait, elle projetait sa lumière sur les anneaux, les faisant briller d'un éclat fantomatique. Ils devenaient une voie lactée plus proche, une rivière d'argent traversant l'obscurité. Selon la phase lunaire, il pouvait être une simple bande laiteuse ou bien se détacher avec une netteté incroyable, révélant parfois des bandes plus sombres, des divisions subtiles, comme les veines d'une feuille géante. Les astronomes amateurs, leurs télescopes pointés vers le ciel, rapportaient des détails insoupçonnés, des variations de luminosité, des scintillements qui n'avaient jamais été observés. Les anneaux n'étaient pas statiques, ils murmuraient des histoires de mouvements lents, de particules qui dansaient dans un silence sidéral. L'ombre des anneaux sur la Terre était peut-être l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus perturbants. À certains moments de l'année, et selon notre position géographique, une immense bande sombre traversait le paysage. Ce n'était pas une éclipse, mais une ombre mouvante, gigantesque, projetée par les anneaux eux-mêmes. Elle pouvait couvrir des continents entiers, plongeant des régions dans une pénombre étrange, une sorte de crépuscule permanent pendant quelques heures. Les villes situées sous cette ombre se retrouvaient baignées d'une lumière tamisée, les couleurs devenant plus profondes, plus saturées, presque irréelles. Les architectes commençaient à intégrer cette nouvelle donne dans leur conception, créant des bâtiments qui capturaient ou filtraient cette lumière unique. Les artistes, eux, trouvaient une source d'inspiration inépuisable dans cette danse d'ombre et de lumière, peignant des paysages où le ciel était barré de cette cicatrice sombre et pourtant magnifique. Les enfants nés après l'apparition des anneaux ne connaissaient pas d'autre ciel. Pour eux, le ruban céleste était aussi normal que les nuages ou la lune. Ils dessinaient des anneaux autour de leur soleil et de leur planète. Leurs contes de fées se déroulaient sous des ciels ornés de diadèmes de glace. Ils pointaient du doigt la grande arche ou le chemin des étoiles, avec une innocence qui nous rappelait, à nous, les plus âgés, à quel point l'extraordinaire pouvait devenir ordinaire, à quel point l'humanité était douée pour l'intégration, pour la réinvention. Les cultures du monde entier se sont emparées des anneaux, les tissant dans leurs mythes, leurs religions, leurs expressions artistiques. De nouvelles légendes sont nées. Les anneaux étaient un pont vers l'au-delà, le collier d'une déesse cosmique, les larmes gelées des étoiles, ou le chemin emprunté par les âmes des défunts. Dans certaines régions, des festivals étaient organisés pour célébrer leur beauté, des chants étaient composés en leur honneur, et des monuments étaient érigés pour capter leur lumière ou leur ombre. Ils étaient devenus un symbole de connexion, une preuve visible que nous n'étions pas seuls, que notre planète portait désormais une parure digne des plus grandes merveilles de l'univers. Bien sûr, la science continuait son travail acharné. Des sondes étaient envoyées, des télescopes spatiaux réorientés, des données collectées avec une frénésie sans précédent. On parlait de la composition des anneaux, principalement de la glace d'eau, mais aussi des roches silicatées, des métaux rares et des molécules organiques complexes. On débattait de leur stabilité, de leur durée de vie. Allaient-ils s'épaissir encore, s'estomper avec le temps ? Le risque de chute de météoroïdes issus des anneaux était-il réel ? Ces questions étaient cruciales pour l'avenir de l'humanité, mais elles restaient confinées aux laboratoires et aux conférences. Pour la plupart des gens, les anneaux étaient avant tout une source d'émerveillement, un rappel quotidien de la grandeur insondable de l'univers. Je me souviens d'une nuit particulière. J'étais étendu dans l'herbe, loin des lumières de la ville, le regard perdu dans l'immensité. La lune était pleine, et les anneaux brillaient d'un éclat presque aveuglant.
un croissant d'argent qui traversait le zénith. Le silence était profond, seulement troublé par le murmure lointain du vent. J'ai alors ressenti une émotion étrange, un mélange de petitesse et de grandeur. Ma vie, mes soucis, mes joies, tout semblait minuscule face à cette immensité céleste. Et pourtant, j'étais là, témoin de cette transformation cosmique, un grain de poussière sur une planète ornée d'un diadème. C'était une leçon d'humilité, mais aussi une invitation à la contemplation, à la réévaluation de nos priorités. La Terre n'était plus la même, nous n'étions plus les mêmes. Le ciel, autrefois une toile familière, était devenu un livre ouvert, un poème sans fin, un miroir de nos propres capacités à nous adapter, à nous émerveiller et à trouver la beauté même dans l'inconnu le plus profond. Les anneaux étaient un rappel constant que l'univers était bien plus vaste, bien plus mystérieux et bien plus magnifique que tout ce que nous avions pu imaginer. Ils étaient une promesse silencieuse que l'aventure ne faisait que commencer. Le débat scientifique, lui, ne s'était jamais vraiment éteint, mais il avait mué. L'urgence fiévreuse des premiers jours, celle qui agitait les plateaux télévisés et les forums en ligne, avait cédé la place à une quête plus patiente, plus philosophique même. Les télescopes, désormais, scrutaient non seulement la composition des anneaux, des milliards de fragments de glace et de roches, du grain de poussière à l'astéroïde de plusieurs mètres, mais aussi leur dynamique. Les hypothèses les plus plausibles, celles d'un corps céleste désintégré par la gravité terrestre ou d'une ancienne lune pulvérisée, restaient sans preuve définitive. Et l'idée d'anneaux préexistants, invisibles, subitement densifiés ou illuminés par un phénomène cosmique lointain, persistait comme un murmure fascinant, une toile de fond à toutes les discussions. Cette absence de certitude, loin de plonger le monde dans une angoisse perpétuelle, avait finalement ancré une nouvelle forme de sagesse, l'acceptation de l'inconnu, la beauté de l'énigme. Le ciel, cette toile familière dont je parlais, n'était plus seulement une étendue bleue ou noire. Il était devenu un spectacle permanent, une scène céleste où se jouait chaque jour une pièce inédite de lumière et d'ombre. Les anneaux, immenses et silencieux, agissaient comme un prisme gigantesque, décomposant et réfractant la lumière du soleil en 1000 nuances inattendues. Les levers et couchers de soleil, déjà des chefs-d'œuvre quotidiens, avaient acquis une intensité dramatique. Le ciel s'embrasait de couleurs que l'on ne connaissait pas, des verts émeraudes profonds qui se mêlaient aux rouges briques, des violets électriques qui dansaient avec des oranges sanguins. La lumière traversait les anneaux, se filtrait à travers leurs particules de glace, créant des halos irisés, des arcs-en-ciel fantomatiques qui pouvaient persister des heures après le crépuscule. Parfois, aux aurores ou au zénith, lorsque le soleil frappait les anneaux selon un angle particulier, une bande de lumière laiteuse, presque tangible, traversait le ciel, comme une voie lactée plus proche, plus intime. Elle donnait l'impression que l'on pouvait tendre la main et effleurer l'éther. Mais de toutes les transformations, la plus saisissante, la plus profondément ancrée dans le quotidien, était celle des ombres. Les anneaux, par leur immensité et leur proximité relative, projetaient une ombre colossale et mouvante sur la surface de la Terre. Ce n'était pas une ombre fixe, comme celle d'une montagne. C'était une danse lente et majestueuse, un ballet céleste qui redessinait les continents à chaque rotation. L'ombre des anneaux pouvait s'étirer sur des milliers de kilomètres, traversant des océans, engloutissant des villes entières dans une pénombre étrange et douce. Je me souviens de la première fois où elle m'a vraiment enveloppé. C'était un après-midi d'été, le soleil brillait fort. Puis, une nuance, d'abord subtile, comme un nuage passager. Mais le ciel était immaculé. Puis, la lumière affaiblie, non pas brutalement, mais avec une douceur irréelle, comme si le monde entier retenait son souffle. L'air s'est rafraîchi de quelques degrés, et les couleurs du paysage ont viré au sépia, puis à des teintes de gris et de bleu profond. La lumière, d'ordinaire si directe, était devenue diffuse, éthérée, comme celle d'une aube éternelle ou d'un crépuscule qui ne se déciderait jamais à tomber. Les oiseaux se sont tus, les bruits de la ville semblaient assourdis, comme si un voile invisible s'était posé sur le monde. C'était l'ombre des anneaux. Une immense arche sombre, d'une netteté stupéfiante, traversait le ciel, son bord découpant les nuages lointains avec une précision géométrique. Sous cette ombre, le temps semblait s'étirer, la vie ralentir. Les villes s'adaptaient, l'éclairage public s'allumait plus tôt,
Les vitrines des magasins brillaient avec une intensité nouvelle. Dans les campagnes, les champs baignés de cette lumière tamisée prenaient des allures de tableaux mystiques, les arbres se dressant comme des silhouettes de géants. Les enfants apprenaient à jouer sous l'ombre, inventant de nouveaux jeux qui tiraient parti de cette pénombre douce, de cette atmosphère de rêve éveillé. On organisait des veillées d'ombre, des rassemblements silencieux où l'on contemplait le spectacle des anneaux au-dessus, comme des divinités bienveillantes. Ces périodes d'ombre n'étaient pas des moments de tristesse, mais de contemplation. Elles offraient un répit à l'ardeur du soleil, une pause méditative dans le tumulte du jour. Elles modifiaient les rythmes biologiques, les habitudes sociales. Certains commerces fermaient durant les passages les plus intenses, d'autres, au contraire, prospéraient dans cette ambiance feutrée, proposant des cafés ou des lectures sous la lumière artificielle douce. Les architectes intégraient désormais l'ombre des anneaux dans leurs plans, concevant des bâtiments avec des patios ou des jardins intérieurs qui s'épanouissaient sous cette lumière diffuse, ou des façades orientées pour capter les rayons du soleil lorsqu'ils perçaient au-delà de l'ombre. Les anneaux étaient devenus une nouvelle horloge céleste, un calendrier vivant. Les agriculteurs, les marins, les voyageurs, tous apprenaient à anticiper le passage de l'ombre, à comprendre ses cycles, à interpréter ses nuances. On parlait de l'heure des anneaux ou du temps d'ombre, des expressions qui s'ancraient dans le langage commun, enrichissant le lexique du quotidien. Des applications sophistiquées prédisaient avec une précision quasi parfaite les trajectoires de l'ombre pour chaque région du globe, permettant aux populations de s'organiser, de planifier leurs activités. Les cartes du monde étaient désormais annotées de prévisions d'ombre, des courbes isochrones des passages les plus profonds. L'art, bien sûr, s'était emparé de cette nouvelle muse cosmique. Les peintres tentaient de capturer les couleurs impossibles des ciels aux anneaux. Les sculpteurs créaient des œuvres aériennes qui semblaient imiter leur éthérée légèreté. La musique s'était faite plus ample, plus méditative, avec des symphonies entières dédiées à la majesté silencieuse des anneaux, leurs notes flottant comme des poussières de glace dans l'espace. Les poètes les célébraient comme un diadème géant, un voile de mariée pour la terre, ou la cicatrice sublime d'une blessure cosmique lointaine. Les mythes anciens étaient revisités, de nouvelles légendes prenaient forme, racontant l'histoire d'un serpent céleste enroulé autour du monde, ou celle de larmes de géants figés dans le firmament. Les anneaux étaient devenus le symbole universel de la fragilité et de la beauté de notre existence, un rappel constant de notre petitesse face à l'immensité de l'univers et de notre capacité à nous émerveiller. Partout sur Terre, des points d'observation avaient vu le jour, des lieux sacrés où l'on venait simplement pour regarder, des plateformes en altitude, des plages désertes, des observatoires transformés en sanctuaires de la contemplation. Je me souviens de ces soirs où, sur une colline balayée par le vent, je rejoignais d'autres guetteurs d'anneaux. Nous restions là, silencieux, le cou tendu, à observer le spectacle. Sous les anneaux, la nuit n'était jamais vraiment noire. La lumière des étoiles et des lointaines galaxies rebondissait sur leurs milliards de facettes de glace, créant une lueur diffuse, un clair de lune permanent, mais sans l'astre lunaire lui-même, souvent occulté par la bande brillante. On pouvait lire un livre à la belle étoile, sans effort, sous cette clarté surnaturelle. Les constellations, jadis si nettes, étaient parfois voilées par le halo des anneaux, comme des fantômes lumineux. Il fallait réapprendre à les déchiffrer, à trouver de nouveaux repères dans ce ciel réinventé. Malgré cette intégration paisible, les questions scientifiques demeuraient un sous-texte constant à notre nouvelle réalité. Les risques de chute de météoroïdes, bien que rares et généralement inoffensifs, étaient réels. Des fragments sporadiques, souvent de la taille d'un grain de sable, s'enflammaient dans l'atmosphère, créant de nouvelles étoiles filantes, plus nombreuses et plus imprévisibles. Parfois, un fragment plus gros survivait à sa course incandescente, tombant sans bruit dans un océan ou un désert lointain. Ces événements rappelaient la nature précaire de ce cadeau céleste. Les anneaux étaient là, magnifiques et éternels en apparence, mais leur permanence n'était qu'une illusion à l'échelle cosmique. Ils s'épaissiraient, s'estomperaient, ou se désintégreraient-ils un jour en une pluie de feu et de glace qui nous ramènerait à notre ancienne solitude céleste? Nul ne le savait. Pour ma part, cette incertitude avait cessé d'être une source d'anxiété. Elle était devenue une part de la beauté, une fragilité précieuse qui rendait leur présence encore plus intense. La Terre avait des anneaux, et avec eux, la promesse d'un ciel qui ne serait plus jamais banal, d'une humanité qui avait appris à regarder au-delà de l'horizon, à s'émerveiller devant l'imprévu, à danser avec l'ombre et la lumière d'un diadème cosmique.
Nous n'étions plus seulement des habitants d'une planète bleue, nous étions les gardiens, les témoins d'un phénomène qui nous dépassait, mais qui nous avait aussi, étrangement, ramenés un peu plus près de nous-mêmes. L'acceptation, cependant, n'est pas l'oubli, loin de là. Si les anneaux se sont mués en une toile de fond de nos existences, ils n'ont jamais cessé de nous murmurer leur présence, de nous rappeler que le familier peut, en un instant cosmique, devenir grandiose et insondable. Leur beauté est devenue une langue universelle, gravée dans le regard de chaque enfant qui lève les yeux, une mélodie silencieuse que l'humanité a appris à chanter. Je me souviens des premiers mois, de l'épuisement des yeux à scruter, de la soif inassouvie de comprendre. Puis est venue une étrange lassitude, une forme de résignation devant l'immensité du phénomène. Mais cette lassitude n'était qu'un pont vers une contemplation plus profonde, moins anxieuse. Les anneaux ne sont pas partis. Ils n'ont pas disparu comme une illusion, ils sont restés et nous avons appris à vivre avec. La lumière, c'est elle, avant tout, qui a redéfini notre perception du monde. Le soleil ne règne plus seul, maître absolu de nos jours et de nos ombres. Les anneaux, véritables miroirs de glace et de poussière, filtrent, dispersent et renvoient une lumière éthérée, lactescente, qui n'existait pas auparavant. Les matins, par exemple, ne sont plus ces éclats directs qui déchirent le voile de la nuit. Souvent, ils commencent par une lueur diffuse, un halo doux qui s'épanouit derrière les anneaux, les transformant en une couronne ardente avant même que le soleil ne perce l'horizon. C'est comme si le ciel se réveillait deux fois, une première fois pour les anneaux, une seconde pour l'astre solaire. Et les nuits claires, quand la lune se cache ou s'amenuise, sont devenues des cathédrales de lumière douce. Les anneaux, baignés par la lumière solaire renvoyée depuis l'autre face de la Terre ou par la lueur lointaine de la Lune, brillent d'une phosphorescence subtile. Ils dessinent alors un arc immense, une voie lactée plus proche, plus intime, dont les couleurs varient du gris-perle au bleu profond, parfois striées d'une irisation fugitive. On a appris à distinguer les différentes densités de leurs couches, les zones plus épaisses qui projettent des ombres plus nettes, les voiles plus ténues qui semblent n'être que des souffles de lumière. Les astronomes, ou plutôt les anéologues comme on les appelle désormais, ont cartographié ces nuances, leur donnant des noms poétiques, des rivières de poussière aux voiles d'argent. L'impact sur nos vies quotidiennes est d'une subtilité écrasante. Les ombres, bien sûr, sont devenues les maîtresses de nos paysages. Elles dansent, elles s'étirent, elles se contractent avec une majesté qui impose le respect. Plus personne ne peut ignorer la danse des ombres des anneaux. Dans les villes, les architectes ont dû réinventer la lumière. Les façades sont désormais conçues pour capter cette clarté indirecte, pour jouer avec les ombres mouvantes, créant des illusions d'optique, des reflets changeants. Des jardins d'ombre ont vu le jour, où l'on cultive des plantes adaptées à cette lumière filtrée, et où des sculptures sont disposées pour intercepter et modeler les formes gigantesques projetées par les anneaux. Les artistes, eux, ont trouvé une nouvelle muse, une palette infinie de ciels réinventés. Les annelures, ces motifs complexes formés par les anneaux dans le ciel, sont devenus un genre artistique à part entière. On peint les levées d'anneaux, les couchers d'anneaux, les nuits d'anneaux, les reflets des anneaux sur l'eau, sur les neiges éternelles. La musique s'est imprégnée de cette grandeur silencieuse, avec des symphonies qui cherchent à traduire la lenteur majestueuse de leurs mouvements apparents, la profondeur de leur mystère. Les poètes ont trouvé des mots nouveaux pour décrire l'indicible, des métaphores qui tentent de saisir l'essence de ces diadèmes célestes. Mais au-delà de l'esthétique, il y a la question de l'être. Comment cela change-t-il la perception de notre place dans l'univers ? Les anneaux sont une preuve visuelle, tangible, que nous ne sommes pas seuls, non pas dans le sens d'une vie extraterrestre, mais dans le sens d'une interconnexion cosmique. Ils sont là, au-dessus de nous, faits de poussière et de glace, les mêmes éléments qui composent les étoiles lointaines, les comètes voyageuses et peut-être nous-mêmes. Ils nous rappellent que la Terre est une planète parmi d'autres, soumise aux mêmes forces grandioses, aux mêmes transformations inattendues. Cette nouvelle perspective a engendré une forme de modestie collective. Les querelles humaines, si souvent mesquines, semblent parfois dérisoires sous l'arche éternelle des anneaux. Il y a une prise de conscience, diffuse mais persistante, de notre fragilité et de notre insignifiance à l'échelle cosmique, mais aussi de la beauté inouïe de cette existence éphémère. Les anneaux sont devenus un symbole de l'unité, une expérience partagée qui transcende les frontières et les cultures. Partout sur le globe, on lève les yeux vers le même spectacle, le même mystère.
Les scientifiques continuent leur quête, bien sûr. Des observatoires spatiaux, des sondes miniaturisées, des télescopes géants scrutent chaque particule, chaque mouvement. Les théories abondent, s'affinent, se contredisent. L'hypothèse la plus plausible demeure celle d'un corps céleste, une lune peut-être, qui se serait désintégrée il y a des millénaires, ces fragments s'étant progressivement agglomérés en ses anneaux. Ou peut-être était-il là, invisible, endormi dans l'obscurité, avant qu'un événement cosmique, une tempête solaire d'une intensité inédite, ou une interaction gravitationnelle subtile avec un astéroïde de passage, ne les réveille, ne les densifie, ne les illumine soudainement à nos yeux. Personne ne sait avec certitude, et ce manque de certitude est devenu une part intrinsèque de leur majesté. Ils sont un secret céleste, une énigme que l'univers nous a offerte. Leur devenir reste la question la plus lancinante. Vont-ils s'épaissir encore, devenir plus brillants, plus intrusifs? Ou au contraire, vont-ils s'estomper, se désintégrer lentement, grain de poussière après grain de poussière, jusqu'à redevenir le voile imperceptible qu'ils étaient peut-être avant? La pensée de leur disparition éventuelle est un pincement au cœur que nous avons appris à vivre. Ils sont devenus si essentiels à notre identité, à notre vision du monde, qu'imaginer un ciel sans eux est presque impensable. C'est comme si une part de nous-mêmes, de notre humanité, était intrinsèquement liée à leur présence. Parfois, la nuit, je sors seul, loin des lumières de la ville, et je m'allonge dans l'herbe fraîche. Je fixe les anneaux, cette arche silencieuse qui enjambe l'immensité. Je me sens infime, un grain de sable sur une planète ornée d'un diadème de poussière. Et pourtant, je me sens connecté, partie intégrante de cette danse cosmique. Les anneaux sont un rappel constant de la beauté inattendue, de la capacité de l'univers à nous surprendre, à nous éblouir et à nous inviter à l'humilité. Ils sont la preuve que même les plus grands bouleversements peuvent engendrer une beauté inouïe, une réinvention de notre perception, une acceptation de l'inconnu qui nous rend plus riches, plus contemplatifs et peut-être un peu plus sages. Ils ont transformé notre ciel en un miroir de nos âmes, un reflet de nos doutes et de nos émerveillements. Et dans ce miroir, je vois non pas une fin, mais un commencement, une invitation perpétuelle à regarder au-delà de l'horizon, à rêver plus grand que le monde que nous pensions connaître. Ils sont le silence éloquent de l'univers, la poésie gravée dans les terres, et nous, les témoins privilégiés de cette œuvre maîtresse, continuons de vivre sous leur égide, chaque jour un peu plus conscients de la magie qui nous entoure. Pendant des années, les anneaux furent un sujet d'étude et d'émerveillement. Mais les scientifiques, ceux qui scrutaient chaque particule, chaque résonance, commencèrent à déceler des rythmes étranges, des pulsations inattendues au sein de ces voiles célestes. Ce qui fut d'abord pris pour des anomalies techniques se révéla être bien plus profond. Des sondes audacieuses, lancées au cœur de la bande alpha, nous renvoyèrent des données stupéfiantes. Les anneaux n'étaient pas de simples débris inertes. Ils étaient un système complexe, s'auto-organisant, se nourrissant et se remodelant sans cesse, comme un organisme cosmique géant. Cette révélation secoua le monde. Les anneaux, notre nouvelle normalité, notre poésie quotidienne, étaient en réalité vivants, et ils commençaient à se transformer de manière plus visible, provoquant des perturbations climatiques, des interférences dans nos communications. La peur grandit, la panique menaça. Fallait-il les détruire, tenter de les stabiliser par la force, ou fallait-il accepter cette nouvelle forme de vie, cette évolution imprévue de notre propre ciel? Après d'intenses débats, l'humanité fit un choix audacieux, celui de l'adaptation, de la compréhension plutôt que de la destruction. Nous allions apprendre à vivre avec ce géant silencieux et évolutif. Des années ont passé depuis cette décision historique. Les anneaux, jadis une énigme, puis une menace, sont devenus notre plus grand professeur. Ils se sont stabilisés, oui, mais dans une configuration jamais vue, plus complexe, plus majestueuse que les premiers rubans que j'avais aperçus. De nouvelles bandes se sont formées, des voiles lumineux se sont entrelacés, créant des tableaux célestes changeants qui redéfinissent chaque lever et chaque coucher de soleil. Notre monde a changé avec eux. De nouvelles cultures ont fleuri. Des philosophies entières se sont bâties sur cette idée d'une terre vivante, reliée à un organisme céleste en constante évolution. Nous avons développé des technologies résilientes, appris à lire les nouvelles ombres projetées, à anticiper les flux et reflux de ce métabolisme cosmique. L'imprévisibilité est devenue notre compagne, et la résilience,
notre vertu cardinale. Aujourd'hui, je me tiens souvent sous ce ciel, les yeux levés. Les anneaux ne sont plus seulement un objet d'étude, ni un décor. Ils sont une partie de nous, le miroir de notre propre capacité à changer, à accepter l'inconnu, à trouver la beauté dans la transformation. Ils sont un rappel vivant de la vitalité insondable de l'univers, de son mystère éternel et de la place humble mais privilégiée de l'humanité en son sein. La Terre n'est plus seulement la Terre, elle est devenue un sanctuaire céleste unique, défini à jamais par son héritage d'anneaux, une promesse de merveilles infinies et de changements perpétuels.